Et comme je suis le pire des présentateurs protocolaires, j'aimerais quand même saluer nos vice-consuls ici, parce que monsieur le consul général de Russie n'est pas venu seul, et j'aimerais saluer madame la vice-consul Irina Dredkova, monsieur le vice-consul Alexandre Abramenko. Depuis la main tendue par Ronald Reagan et la perestroïka menée par Mikhaïl Gorbatchev, un énorme soupir de soulagement a submergé toute une partie du monde, heureuse de détruire ce mur de la honte. Entre parenthèses, d'autres se sont mis à reconstruire ailleurs. La page de la guerre froide tournée, et avec elle celle de la terreur nucléaire, les citoyens du monde se sont mis à croire à un monde meilleur. Gagné par un angélisme béat, emporté par l'illusion de l'avènement d'une ère de sécurité permanente et gratuite, d'espace sans frontières, le citoyen s'est rapidement détourné de la chose publique pour se jeter à cœur perdu dans une nouvelle philosophie, une nouvelle religion, la quête du Saint Graal, l'argent. Nous y avons sacrifié tout ce qui pouvait y faire obstacle, le bon sens, la famille, la nature, nos spécificités, notre indépendance, notre neutralité et même notre souveraineté, jusqu'à nos sacro-saintes valeurs pourtant acquises de haute lutte par le sang et la sueur de nos aïeux. Tout à notre égocentrisme, nous avons négligé de surveiller la bonne gestion de notre patrimoine commun, la Suisse. C'est dans ce contexte d'égoïsme irresponsable qu'en 2008 c'est venu s'abattre les subprimes et que notre vie a commencé à basculer. Cette crise de 2008 ayant de si profondes similitudes avec celle de 1929, j'évalue pour ma part le timing actuel à 1935, il peut être utile de citer ce témoignage d'un aristocrate allemand à la tête de nombreuses usines et propriétés avant la guerre. Peu de gens sont de vrais nazis, mais nombreux sont ceux qui se réjouissent du retour de la fierté allemande, et encore plus nombreux ceux qui sont trop occupés pour y faire attention. J'étais l'un de ceux qui pensaient simplement que les nazis étaient une bande de cinglés. Aussi, la majorité se contenta-t-elle de regarder et de laisser faire. Soudain, avant que nous ayons pu réaliser, ils nous possédaient, nous avions perdu toute liberté de manœuvre et la fin du monde était arrivée. Ma famille perdit tout. Je terminais dans un camp de concentration et les Alliés détruisirent mes usines. Quand on voit ce qui est écrit en bleu, c'est assez sidérant, on a l'impression de lire le journal du jour. Plus actuelle, cette enquête annuelle réalisée par OpinionWay et le Centre de recherche politique de Sciences Po, intitulée Baromètre de la confiance politique, qui montre notamment qu'en 2013, 75% des Français ne font plus confiance à l'État ni à la République. 88% des Français rejettent les partis politiques. 50% des Français ne croient plus à la démocratie et souhaitent avoir à la tête du pays un homme fort qui n'a pas à se préoccuper du Parlement ni des élections. Du jamais vu depuis 200 ans. La boucle est bouclée. Impérialisme français début 19e, impérialisme allemand début 20e, impérialisme américain début 21e, mais quand apprendra-t-on de l'histoire? Anodin ou délibéré, c'est justement aujourd'hui qu'on en a besoin, que l'histoire n'est plus que sporadiquement enseignée à l'école, et encore c'est celle des autres. Depuis la chute du mur, un gouvernement mondial s'est peu à peu mis en place. Si l'on aperçoit bien l'étendard, on ne peut que deviner la silhouette des marionnettistes qui se gardent bien d'apparaître au grand jour et se cachent derrière la haute finance et les complexes militaro-industriels qui détiennent le vrai pouvoir. Avec en arrière-plan le rêve américain, asséné par Hollywood aux quatre coins de la planète, ce nouveau pouvoir a planté ses piliers, militaires, diplomatiques, financiers et commerciaux. Ceux-ci ne suffisant plus à soutenir cette énorme usine à gaz, la structure a été renforcée par deux nouveaux piliers financiers centraux. Des clubs sans légitimité aucune ont commencé à sortir de nulle part. G20, FMI, GAFI, FIU, et se sont mis peu à peu à émettre des recommandations ayant aussitôt force de loi. Afin de neutraliser d'éventuelles oppositions, on a invité les pays à y participer. Ainsi, par exemple, la Suisse viole sans vergogne sa neutralité en présidant l'OSCE. Voici le justificatif de la Confédération.
en assumant la présidence de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE, en 2014, la Suisse répond à l'une des priorités de sa politique étrangère, à savoir l'engagement en faveur de la stabilité en Europe et dans les régions limitrophes. La présidence de la Suisse est placée sous le leitmotiv « Construire une communauté de sécurité au service des individus ». Ah bon? Bah, soit on nous prend pour les cons, soit le Conseil fédéral a de sérieuses lacunes en matière de géopolitique. Je ne sais pas ce qui est le plus terrifiant. À ceci dit que la Suisse ferait mieux de rester dans les bons offices et le ferait mieux l'objectif qu'elle s'est fixé. Avec le rêve de Jacques Delors et des eurocrates d'une grande Europe, allant de l'Atlantique à l'Oural, on a pu observer depuis l'Europe des 10 une expansion vers l'Est à une cadence effrénée, incompatible avec une possible intégration de ces pays dans l'Union. Le gouvernement mondial a habilement nappé cet espoir de jours meilleurs d'une rassurante protection militaire du bouclier de l'OTAN. Cette organisation, qui aurait dû disparaître en 1991 lors de la dissolution de l'organisation du pacte de Varsovie, consécutive à la chute du mur de Berlin 2 ans auparavant, s'est peu à peu muée en une légion étrangère des États-Unis. Ainsi, astucieusement, les Américains se sont mis à étendre leur influence avec une force d'occupation disparate, donc parfaitement furtive, financée par les pays occupés, à l'insu de leurs habitants, toujours pas conscients qu'on leur a volé leur souveraineté nationale. La Suisse n'a pas échappé à ce processus, initié béatement comme un partenariat pour la paix, moyen d'endormir la population sur des aspects humanitaires. Désormais, on ne fait plus la guerre, on tue pour la paix. Grignotant un à un tous les pays de l'ex-Union soviétique, l'Union européenne et l'OTAN ont fini par piétiner le dernier précaré russe que constituent l'Ukraine et la Géorgie. Histoire également au passage de neutraliser l'influence de Moscou au Moyen-Orient. La toute-puissance financière de Wall Street guide la politique étrangère américaine. Les profits n'ont cure de différencier alliés ou ennemis, chrétiens ou islamistes. La CIA forme des Ben Laden qui tuent les Américains, nomme Al-Qaïda à la tête des provinces syriennes et arme les milices radicales islamistes qui décapitent des chrétiens. Maître du monde, ça coûte cher et les caisses sont vides. Il y avait le dollar, our currency, your problem. Maintenant, avec FATCA, les États-Unis raquettent l'ensemble de la planète. Peu scrupuleux de violer l'article 2 et les 4e et 8e amendements de leur propre constitution, et pas du tout concernés par les dégâts collatéraux, ils s'en prennent maintenant à leurs propres ressortissants à l'étranger. Ils ont fait de leur département de la justice, le DOJ, la terreur des gouvernements qui, l'un après l'autre, capitulent et signent les IGA, ces fameux accords inter-États que le Sénat américain n'a même pas validés. Même Vladimir Poutine vient de signer le sien, offrant à son adversaire le droit de vie et de mort sur ses banques et ainsi le moyen de l'asphyxier financièrement. Totalement dépassés, la tête constamment sous l'eau, nos gouvernements n'ont plus la capacité de discernement suffisante pour analyser leurs prochaines menaces. La montée de l'islamisme radical en Europe et dans le monde. Barack Hussein Obama. Tiens, intéressant ce deuxième prénom. Alors, après Napoléon, dont on parle beaucoup en ces jours de bicentenaire, et Hitler, dont on évite soigneusement de parler pour ne pas rappeler la similitude avec la situation actuelle, ingérence de la sphère privée, délation, spoliation, l'arrogant prix Nobel de la paix répétera-t-il l'erreur de ses prédécesseurs, ouvrir un énième front avec la Russie? Le tsar Poutine semble lui prêt à le recevoir. Quant à nous, Européens, lobotomisés par les tranquillisants des séries américaines, nous regardons passer le train avec une passivité déconcertante. Et à ceux qui, comme nous, tentent de réveiller les esprits, on ressort la bonne vieille théorie du complot. Un rapport déclassifié de 2013 montre pourtant que la réalité américaine dépasse la fiction de ces séries télé. Ainsi, pendant 20 ans, de 1953 à 1973, les États-Unis ont officiellement reconnu 7 coups d'État. Iran en 53, Guatemala en 54, Congo en 60, République dominicaine en 61, Vietnam en 63, Brésil en 64, Chili en 73. Le prochain rapport confirmera ce qu'on leur impute déjà depuis cette date. Rappelons-nous l'invasion d'Irak sous de fausses allégations et sans feu vert de l'ONU. Où sont ces fameuses armes de destruction massive? Qui va juger ces terroristes? Et ça continue sous nos yeux.
Partout, les Américains et leurs acolytes européens passent, en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie, et j'en passe, maintenant en Ukraine, ils sèment le chaos. Il faut arrêter ça. La question, c'est comment? Il semble aujourd'hui que ce soit ce couple qui gère le monde. Bombardements de civils, d'écoles et d'hôpitaux, frappes massives et dégâts collatéraux, ingérence, déstabilisation de régime, manipulation, menaces, extorsion, terreur. Il paraît totalement immunisé contre toute condamnation. Tout au plus quelques rares indignations de façade lorsque leurs exactions dépassent l'entendement. Sans foi ni autre loi que le pouvoir et l'argent, ils n'ont ni gêne ni scrupule à taxer de sanglants dictateurs tous ceux qu'ils cherchent à abattre. Et dénoncer leurs exactions n'est pas sans risque. Même l'ACA, l'Association des Américains de l'étranger, n'a pas osé faire campagne contre FATCA. Vous aurez observé que nous n'avons pas prévu ce soir d'intervenants américains. L'attitude complaisante de notre gouvernement, l'analyse unilatérale de la presse et le matraquage médiatique nous semblent suffisamment faire l'écho de leur position. D'autant que grâce à nos smartphones, la NSA est déjà dans la salle. Par contre, dernier défenseur d'une neutralité dont nos élus testent quotidiennement l'élasticité, et fidèle au concept qui veut que si l'on doit, par obligation, donner plus à l'une des parties, les contreparties soient données à l'autre, nous nous faisons un point d'honneur ce soir de donner la parole à la Russie et de lui permettre au moins un droit légitime de réponse. Permettez-nous de vous présenter notre invité. Monsieur Yuri Gloukov, né le 24 mars 1956 à Riga, marié, père de 2 garçons adultes. Diplômé de l'Institut d'État des Relations internationales de Moscou en 1981. Carrière diplomatique depuis cette date, différents postes au sein du ministère des Affaires étrangères, le MAE, de la Fédération de Russie, notamment à la direction des pays africains, au secrétariat du premier vice-ministre, au secrétariat général, au premier département européen, au département des ressources humaines, ainsi qu'à l'étranger, à l'île Maurice, de 1981 à 1987, et en Belgique, d'abord à la représentation de Russie auprès des communautés européennes à Bruxelles, de 89 à 94, et après à l'ambassade de Russie en Belgique en tant que ministre conseiller de 2001 à 2006. Vice-directeur du département des ressources humaines du MAE entre 2006 et 2010, il est depuis septembre 2010 consul général de la Fédération de Russie à Genève. Promu au rang diplomatique de ministre extraordinaire et plénipotentiaire très récemment. Ce soir, pour nous, c'est en français qu'il a accepté de s'exprimer. Monsieur le consul général, toutes nos félicitations pour votre promotion. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Dieu le vit, les citoyens, chers mesdames, chers messieurs, merci pour cette invitation. J'ai écouté les présentations précédentes avec beaucoup d'attention et je dois dire que beaucoup de questions que j'aimerais évoquer, vous avez déjà présentées. Et donc je suis ravi que, comme on dit en français, nous sommes à la même longueur d'onde. C'est mon sentiment. Je dois dire que pour moi, du point de vue de la situation médiatique en Suisse, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont déboussolés, mais les gens qui sont ici aujourd'hui, je vois qu'il ne faut pas peut-être expliquer les choses trop simples. Je dois tout simplement dire que pour moi en Suisse, il y a des journalistes qui sont purement russophobes, qui pour moi ne comprennent absolument rien en ce qui concerne la Russie, l'histoire. Mais il y a aussi des journalistes qui posent des questions, et je suis ravi qu'il y a beaucoup de citoyens qui aussi posent des questions, qui analysent les situations et qui nous appuient. Il y a des citoyens qui tiennent leur blog, et parmi
ceux et celles qui sont présents ici, je vois ces personnes avec qui nous communiquons presque chaque jour. Donc je vous remercie beaucoup pour cette compréhension. La situation est difficile parce que justement la presse occidentale en général fait avaler au public la version absolument unilatérale et je dirais fantaisiste de ce qui se passe dans le monde. Et je suis ravi qu'en Suisse, par rapport à d'autres pays de l'Union européenne, cette situation quand même est meilleure pour moi. Donc je me réjouis de ce fait. J'espère que ma présentation vous permettra peut-être d'avoir l'idée plus claire de la position russe dans le contexte actuel très difficile aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais dire que justement pour moi l'histoire c'est aussi le fondement de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et j'aimerais aussi revenir un petit peu plus tard sur l'histoire de la neutralité suisse et de ce qui nous lie. Mais j'aimerais peut-être commencer de notre bout par un moment de l'éclatement de l'Union soviétique. Vous savez, je vous dis franchement que ce moment était le moment, disons, d'euphorie pour beaucoup de Russes, pas parce que l'Union soviétique a disparu, ou le soi-disant communisme a disparu, mais parce que il y avait euphorie que maintenant la guerre froide est finie, nous ne sommes plus des ennemis, parce que les États-Unis, pour nous, à l'époque soviétique, c'était toujours, je m'appelle partout, dans l'armée, à l'école, c'était l'ennemi potentiel. C'était le terme. On n'a jamais parlé de l'Europe, la France ou l'Allemagne, c'est une chose à part, un pays à part, mais disons, on a parlé aussi de l'OTAN. Mais jamais on a parlé des pays séparés, si vous voulez. Donc, les États-Unis étaient l'ennemi potentiel. Et donc voilà, la guerre froide est terminée, nous ne sommes plus des ennemis, nous sommes partenaires. C'est ça le terme qui est entré dans le lexique diplomatique depuis ce moment. Et il n'y a plus de barrière, le rideau de fer n'existe plus. La Russie, effectivement, immédiatement, était prête à intégrer tous les forums internationaux. Donc, G7, même l'Union européenne, j'ai le privilège d'être témoin de ces contacts parce que j'ai travaillé à Bruxelles 2 fois. Première fois auprès des communautés européennes, qui sont devenues après l'Union européenne, et après donc à l'ambassade auprès du Royaume. Et donc je me rappelle qu'il y avait des propositions. La Russie veut être membre de l'Union européenne. Et Jacques Delors à l'époque a dit que non, 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 vous êtes trop grand, vous allez chavirer notre bateau européen. Mais c'était sérieux, je peux vous confirmer ça. Et l'OTAN aussi, donc la Russie était tout à fait sérieuse, disons, en discutant la possibilité de l'adhésion de Russie à l'OTAN. Parce que pour nous, l'OTAN c'était le symbole de la guerre froide, et nous avons cru sincèrement que la raison d'être de l'OTAN devrait être tout à fait différente, c'est clair. Et nous avons cru qu'étant partenaire, on peut changer cette situation parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour nous. Ou bien l'OTAN disparaît parce qu'il n'y a plus d'ennemis, ou bien s'il y a d'autres menaces comme les États-Unis et les pays de l'OTAN ont essayé de nous convaincre, donc il faut changer quelque chose. Donc c'était, comme j'ai dit, le moment d'euphorie, mais le ciel n'était pas absolument bleu, parce qu'effectivement, nos militaires disaient tout de suite que rien ne change, et donc, malgré les paroles, l'infrastructure de l'OTAN est toujours dirigée contre la Russie. Si les hommes politiques veulent ou pas, il faut regarder les réalités en face.
Et les diplomates, bien sûr, ont aussi, pendant les négociations, toujours insisté sur ce fait qu'il faut changer de doctrine, de l'OTAN, etc. Après, il y avait bien sûr, oui, la question du système de défense antimissile, effectivement, presque la même chose. Donc, les Américains ont construit différentes stations, installations, etc., tout près des frontières de Russie. Et donc, quand aujourd'hui on regarde les cartes, qui sont publiées dans la presse suisse aussi, et on les montre à la télévision, on voit que c'était le processus d'encerclement lent de la Russie. Donc, c'était évident. La structure s'approchait de plus en plus vers la Russie. Puis il y avait des événements de Yougoslavie, il y avait Kosovo, il y avait Irak, Libye, Syrie, Géorgie, maintenant Ukraine. On peut parler beaucoup à propos de chaque de ces pays, mais je dois dire que la Russie, pendant tout son temps, a essayé de coopérer avec l'Occident d'une façon large dans le cadre de l'ONU, parce que pour nous, le système des relations internationales qui a été formé après la Deuxième Guerre, c'est ça, la base de cette coopération. Mais on sait que, en ce qui concerne l'Irak ou Yougoslavie, effectivement, le système de l'ONU n'a pas fonctionné comme elle devrait. C'était notamment dû au fait que les États-Unis, quand ils voulaient utiliser le système de l'ONU, quand ils n'avaient pas besoin de ce système, comme en Irak, tout simplement, ils ont créé une alliance, j'ai oublié le nom exact, mais ils sont des alliés, n'est-ce pas, de coalition, pour mener cette opération en Irak. Donc, si on parle de l'appréciation aujourd'hui, notre sentiment russe, après toutes ces années, après l'éclatement de l'Union soviétique, donc c'est la conviction grandissante que l'Occident ne veut pas traiter avec la Russie comme partenaire égal. Il y a des tentatives de nous isoler. Qu'on essaye de nous parler de plus en plus de la position de force. Et tout ça, c'est accompagné par les mensonges infondés et absolument honteux. Parce que la guerre d'information, ça c'est ce que nous voyons partout. On peut parler de double standard. Donc, question de Kosovo, on peut parler beaucoup. Vous avez effectivement vu des discussions au droit international, etc. Mais double standard, c'est clair. On nous explique que ce qui était possible pour Kosovo n'est pas possible pour la Crimée, mais du point de vue de volonté des gens, des peuples, pour nous, la situation est absolument claire. Parce que l'argument que Kosovo, on a tué les gens, et à Crimée, on a tué personne, c'est ça la différence. Nous rions tout simplement parce que si la chose principale c'est de tuer les gens et après de régler le problème, oui, mais ce n'est pas un argument pour nous. Je vois que l'important c'est qu'on n'a tué personne. C'est vraiment la victoire. Et le deuxième élément, c'est que les gens ont voulu ça. Ce n'était pas quelque chose d'artificiel. Ils ont voté pour ça. Et donc, je crois qu'en Suisse, pays là où presque toutes les questions sont décidées par référendum, je crois que c'est tout à fait clair. Donc, écoutez les gens. Donc, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une nette perte de confiance entre la Russie et ses partenaires. Les promesses ne sont pas tenues. On peut parler ici de tout ce qui s'est passé autour de l'Ukraine, l'accord de février, négociations difficiles ici à Genève. Donc, les promesses ne sont pas tenues. Et donc, mon ministre, récemment, il a parlé même de la perte de capacité de négocier de la part d'autres pays occidentaux. Donc, on ne peut pas négocier, on perd le temps, mais finalement, les promesses ne sont pas tenues. Donc,
comme M. Larouf a aussi dit récemment, au lieu de bonnes intentions, nous voyons l'inertie de la guerre froide, les tentatives de faire rentrer tout Européen sous le toit de l'OTAN, et puis parler avec la Russie d'une voie dure, avec le but d'établir son ordre à n'importe quel prix. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils sont sanctionnés pour leur indépendance d'esprit et manque de désir d'être à l'abri du monde unipolaire. En ce qui concerne l'Ukraine, pour nous, c'est dans cette situation, c'est tout simplement le projet géopolitique des États-Unis, donc avec le but de simuler l'espace géopolitique ukrainien au détriment de la Russie, des Russes et des russophones qui vivent en Ukraine. Aujourd'hui même, j'ai lu une tribune de Genève, il y a donc rubrique des lecteurs, mais j'étais étonné que tout ce que ce monsieur a écrit, disons, correspond absolument à tout ce que je pense, ce que je dis. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette lettre ou pas. Cela prouve qu'il y a des gens qui quand même pensent autrement que la majorité de la presse occidentale. Mais il y a une autre conclusion. J'ai commencé par l'éclatement de l'Union soviétique, mais une découverte pour la Russie moderne était que finalement nous avons compris que l'ennemi n'était pas l'Union soviétique au communisme, c'était la Russie. Parce que finalement, quand aujourd'hui on relit un livre de Brzezinski sur l'échiquier du monde, on voit que bon, tout est là. Je ne parle pas des plans confidentiels du Pentagone ou quelque chose comme ça, mais vous savez, il y a des livres qu'il faut lire à temps et avec beaucoup d'attention. Il y a un autre livre qui me vient à la tête, vous savez, Mein Kampf, qui aussi a décrit tout ce que Hitler a voulu faire de l'Europe et du monde. Et c'est bizarre, j'ai lu récemment un article, Brzezinski, il n'était pas à la source, si vous voulez, de toutes ces théories, sphères d'influence dans le monde, etc., l'échiquier du monde. C'est bizarre que déjà en 1904, il y avait, disons, un monsieur britannique dont le nom est Mackinder, qui a fait un rapport à la Société géographique royale à Londres. Et ce rapport s'appelait Axe géographique d'histoire. L'idée est très intéressante. Pourquoi? Parce que ce qu'il a dit en 1904, avant la Première Guerre mondiale, cela me rappelle, disons, la réalité actuelle. Donc l'idée principale de ce rapport était qu'il y a une région axe dans le monde. Et cette région axe dans le monde, c'est une région qui est appelée Heartland en anglais, donc la terre, le cœur, disons, vous voyez. Et cette région, justement, comprend le territoire de Russie. Et donc, il a prouvé que ceux qui contrôlent Russie, ils peuvent contrôler Eurasie en général, et ceux qui contrôlent Eurasie en général, ils peuvent contrôler le monde, avec beaucoup de ressources, terrain, etc., etc. Ça, c'est bizarre. Vous voyez, c'était dit avant la Première Guerre mondiale, et je dois vous dire franchement que ici, quand je parle avec des vieilles messieurs, aujourd'hui, ce sont les fils de la Garde blanche qui a quitté la Russie après la révolution d'octobre. Ils sont convaincus que même Première Guerre mondiale a été organisée par les États-Unis. Ça, c'est incroyable. Parce que quand j'ai entendu ça, donc je me suis dit, peut-être ça c'est très loin, l'histoire est très riche, mais on m'explique qu'il y avait une tentative de l'axe anglo-saxon, finalement,
dirigé contre la Russie, avec le tsar. Donc tout ce jeu, c'est pas simplement donc le coup de feu à Sarajevo, mais c'était beaucoup plus compliqué. Donc c'était vraiment l'opération domino. Mais peut-être on peut mener les discussions autour, mais je dois dire que cette théorie est très vivante dans les têtes de la garde blanche, de ceux qui ont quitté la Russie après la révolution d'octobre. Maintenant, si vous me posez la question, comment la situation actuelle est ressentie en Russie, vous savez, je dois dire que je crois que, pour moi, franchement, en tant que Russe et diplomate, l'Occident a sous-estimé, on peut dire l'âme russe, ou le patriotisme russe, ou l'histoire russe. Vous pouvez dire comme vous voulez. Mais je pourrais dire à montrer une compréhension totale de la Russie. Vous savez, la Russie est beaucoup plus grande que Pussy-Riot. Et donc, elle est beaucoup plus vaste. Essayez de voir la Russie à travers ce phénomène, en guillemets. Ça, c'est vraiment naïf. Et donc, aujourd'hui, tout ce qui se passe autour de la Russie, effectivement, cela a mené à la consolidation de la société russe. Aujourd'hui, c'est une réalité. Le président Poutine a un appui, il y a 2 jours, c'était 87%. Et c'est pas n'importe quoi. Je crois que n'importe quel homme politique en Occident, n'importe quel pays, il rêve d'avoir cette relation. C'est la désapprobation. Donc cela veut dire que la marche l'appui de la société russe. Et donc les tentatives d'influencer la population avec les sanctions, ça c'est vraiment a un effet tout à fait contraire. Les sanctions sont ressenties par les Russes comme inamicales, injustes, comme résultat d'une approche politiquement engagée et obstinée. Ce sont les termes que je vous présente. Et les mesures, on ne dit pas chez nous contre-sanctions, on dit que ce sont des mesures économiques spéciales pour assurer la sécurité de Russie, parce que finalement, nous essayons d'être autosuffisants pour les principaux du secteur agroalimentaire, mais on est prêt à consommer fromage de l'Union européenne, et il y a aussi le fromage suisse, qui est encore mieux. Voilà. Et donc, mais pour nous, nous vraiment regrettons, c'est ça notre position politique, et maintenant, donc, pour nous, ça donne la possibilité de développer notre agriculture, notre industrie, et de chercher d'autres sources d'approvisionnement, en Amérique latine ou en Asie. Maintenant, en ce qui concerne Suisse, qu'on a déjà évoqué, moi, je peux donc signer chaque mot que vous avez prononcé dans votre rapport. Merci beaucoup. Cette année particulière, c'est un bicentenaire de nos relations diplomatiques. Et justement, la neutralité de la Suisse est due à notre tsar Alexandre Ier. Toute cette merveilleuse histoire de la Harpe et Suvorov, ce sont des mots qui sont liés pour nous avec l'histoire de Russie, avec la gloire de mon pays. Et je crois que justement c'est le fondement des relations avec la Russie aujourd'hui, et ça donne surtout le statut de neutralité, ça donne à la Suisse un atout additionnel en tant que pays qui peut faire beaucoup dans le règlement du conflit en Ukraine. Présidence OSCE,
je dois dire que pour moi, c'est bien que la Suisse préside cette année, que c'est pas Pologne ou... voilà, et donc je crois que les lignes, les points du plan de votre président, ils coïncident avec l'approche de Russie, parce que quelles sont nos demandes maintenant? Il faut arrêter l'opération militaire armée contre la population civile, contre le peuple ukrainien. Et il faut tout simplement parler avec ces gens, rien de plus. On a parlé beaucoup à propos de la réforme constitutionnelle, de la régionalisation ou fédéralisation du système politique de l'Ukraine. Vous savez, parfois, quand on réfléchit, on pense qu'on est dans le théâtre d'absurde, parce que les principes de fédération sont acquis par Kiev comme quelque chose, je ne sais pas quoi, comme invention russe. Mais la Suisse, la Belgique, là où j'ai travaillé, ces principes permettent aux gens de vivre d'une façon pacifique, de parler leur propre langue et d'avoir la voix dans la solution des problèmes du pays. Est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal? Non. Mais, dû donc à cette influence extérieure sur les affaires ukrainiennes, ce plan donc ne marche pas. Le Conseil fédéral, comme vous savez, a pris donc certaines mesures dans le cadre de ne pas permettre de contourner. Donc vous avez utilisé ce mot, donc c'est le mot populaire en Suisse. Contourner ou pas contourner. Donc il y avait quelques mesures comme suspendre des négociations avec l'association de libre-échange, contact militaire. Tout d'abord, on a décidé de ne pas acquérir nos militaires qui devraient s'entraîner dans les montagnes. Ça, c'est pacifique. Aujourd'hui, donc, cette décision de ne pas acquérir les avions russes qui étaient prêts à venir ici sans armes, d'une façon pacifique, mais c'est une décision politique. Donc, nous, vraiment, regrettons que ces mesures ont eu lieu, mais quand même, nous voyons la différence que la Suisse ne s'aligne pas automatiquement aux mesures qui ont été prises par l'Union européenne et par les États-Unis. Donc, c'est bien. Mais ce qui va se passer plus tard, il y a maintenant des voix. Il y a 3 jours, j'ai vu que l'ancien conseiller fédéral Ogi a dit qu'il faut arrêter la préparation pour le championnat du foot. Mais quelqu'un a écrit immédiatement, lecteur, dans ce journal suisse, que la frégate américaine a tiré le missile sur l'avion iranien, personne n'a demandé les sanctions. Cette affaire de l'avion, c'est quelque chose qu'on doit on doit finir l'investigation. Telle est notre thèse, parce que d'abord on a dit que c'est la Russie qui doit être blâmée, mais ça c'est stupide. Notre position était réservée dès le début. Il faut avoir des preuves. Notre ministère de la Défense a posé à peu près 30 de questions pour lesquelles on ne donne pas la réponse. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais je peux vous, pour ne pas abuser de votre attention et temps, répondre à la question liée à cette tragédie plus tard, mais il y a des questions basiques. Nous avons présenté par exemple les photos satellites, là où on montre l'avion de chasse ukrainien qui a accompagné cet avion. Mais l'Ukraine ne donne pas, par exemple, l'enregistrement des conversations de la tour de contrôle dans cette zone. Pourquoi? Pourquoi on n'arrête pas l'opération pendant qu'il y a beaucoup d'experts internationaux dans cette zone? C'est la question. Il n'y a pas de réponse de la part d'Ukraine. Il y a beaucoup de questions techniques. On dit que ce sont des soi-disant séparatistes qui ont tiré cette missile.
ils n'ont pas d'expertise. On a dit que vous avez entraîné ces séparatistes et ils ont tiré. Mais techniquement, les militaires ont expliqué que pour tirer le missile, il faut un entraînement tout à fait compliqué des équipes. Et il faut plusieurs véhicules. Je ne suis pas trop fort, mais je crois que ceux qui peut-être connaissent mieux les questions techniques, ils peuvent comprendre mieux. Mais il faut d'abord viser et pas seulement pousser le bouton, n'est-ce pas? Donc techniquement, les membres de milice n'ont pas pu faire ça. C'était donc impossible. Mais en même temps, ça s'est prouvé. Il y avait des 21 camions avec ces missiles de l'armée ukrainienne dans cette région. Donc d'une part, on dit que les milices ont volé un camion de l'armée ukrainienne et de l'autre côté il y a 21 camions de l'armée ukrainienne et donc on dit que c'est le seul camion des russophones qui a tiré mais pas les 21 camions de l'armée ukrainienne. Ça c'est incompréhensible. Et donc il y a aussi le fait qu'il y avait des exercices que l'erreur était possible parce que le niveau d'entraînement de l'armée ukrainienne, oui, c'est pas tellement disons, avancé après toutes ces années, donc après l'éclatement de l'Union soviétique. Mais maintenant, je crois que toute cette je dirais, discussion autour est liée avec l'investigation. Donc nous devons avoir des résultats, parce que maintenant on publie beaucoup de théories, mais je crois qu'aujourd'hui on parle moins de la Russie, mais le fait qu'on a essayé tout de suite de blâmer la Russie est tout à fait significatif. Donc, comme j'ai dit, nous regrettons que la Suisse a pris quelques mesures, mais la situation se développe et je dois dire que j'ai pris note que, par exemple, l'Union européenne, après les sanctions contre la Russie, il y a 3 jours, a pris une décision de retirer interdiction pour exporter technologie militaire à l'Ukraine. Ce n'était pas dans la presse très largement, mais l'Union européenne prend les sanctions contre la Russie et en même temps, ils permettent les technologies militaires pour l'Ukraine, ce qui est bizarre. Donc, en résumant, je dois dire que la Russie, comme entité géopolitique, existe et va exister, ça c'est clair. Et donc, sans Russie comme grand pays, on ne peut pas résoudre beaucoup de problèmes dans ce monde. On peut faire ça d'une façon constructive. Et je crois que tôt ou tard, on trouvera le compromis. Mieux tôt que tard, effectivement. Mais ce compromis doit être basé sur nos intérêts de sécurité, effectivement, et tenir compte du poids de Russie dans les affaires du monde. Et je suis optimiste, pas parce que j'aime la Russie, mais aussi, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays dans le monde qui ne veulent pas vivre dans un monde unipolaire, quand quelqu'un essaie de décider pour eux, sans référence aux cultures, aux valeurs. Et je crois que ça donne vraiment beaucoup d'optimisme pour moi et pour tous les Russes. Et pour finir, j'aimerais citer 2 personnalités. Une personnalité, les 2, ils sont très connus, vous allez voir. Une était Otto von Bismarck. Lui, il a dit une fois une chose suivante. N'espérez pas qu'en profitant de la faiblesse de la Russie, vous allez recevoir les dividendes éternellement. Les Russes viennent toujours pour réclamer leur argent. Et quand ils viennent, ne comptez pas sur les accords jésuites signés par vous que vous pourrez justifier.
ils ne méritent pas le papier sur lequel ils sont écrits. C'est pourquoi il vaut mieux de jouer honnêtement avec les Russes ou de ne pas jouer du tout. Et Churchill, qui n'aimait tellement pas beaucoup la Russie et l'Union soviétique. Donc c'est une phrase qui est très connue, il a dit, je traduis de l'anglais, je ne peux pas prédire les actions de la Russie. C'est une énigme enveloppée dans un secret et plongée dans un mystère. Mais peut-être la clé existe. Cette clé, ce sont les intérêts nationaux de la Russie. Merci beaucoup.